Cet épisode est sponsorisé par Station E. Station E est un opérateur de bornes qui s'est donné pour but de fournir de la charge rapide partout en France. Vous pouvez être partenaire de cette extension en installant une borne sur votre parking, ce qui est fait extrêmement rapidement et sans investissement. Mais vous pouvez également devenir client de Station E. La carte Station E vous permet d'accéder au réseau propriétaire de l'opérateur à des tarifs intéressants, mais vous pouvez également utiliser cette carte dans les réseaux nationaux ou internationaux tels que Ionity par exemple. Si vous voulez participer à l'aventure Station E, n'hésitez pas à aller sur le lien qui se trouve en description et à contacter Station E ou à commander votre carte. Elle est gratuite. Et maintenant, place à votre épisode. Lorsque Cousin Bébert a décidé de changer son gros SUV diesel, il a fait le tour des concessionnaires. Et au final, il a choisi l'auto avec la plus grosse batterie. Et pourtant, il a été extrêmement déçu par l'autonomie de sa nouvelle acquisition. Est-ce une question d'efficience ou simplement une présentation trompeuse de la capacité de sa batterie? C'est ce que nous allons voir maintenant. Avant de commencer cet épisode, je voulais remercier Jérémy Noireau, cofondateur de Revolt e-Garage, pour les informations techniques qui m'ont permis d'écrire ce script, et pour la relecture de celui-ci. J'aurai l'occasion prochainement de vous présenter l'entreprise et ce qu'elle nous prépare pour permettre la réparation de nos voitures électriques dans le futur. Si vous ne voulez pas rater ces épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer toutes les notifications avec la petite cloche. Merci d'avance. Si je n'ai volontairement pas donné la marque ou le modèle pour la voiture de Cousin Bébert, c'est qu'on peut mettre tous les constructeurs dans le même panier, en ce qui concerne en tout cas les annonces de capacité de batterie. Chacun annonce un chiffre, mais il est au mieux compliqué de savoir à quoi correspond réellement ce chiffre, et au pire impossible. En effet, il n'existe pas une, mais au moins 3 manières de considérer la capacité d'une batterie au lithium. La capacité max, la capacité nominale et la capacité utile. Et toutes les 3 sont justes d'un certain point de vue, enfin presque. Mais seule la capacité utile est utile à connaître. La palisse n'aurait pas dit mieux. Mais alors, pourquoi communiquer sur une capacité plutôt qu'une autre? Eh bien, c'est une question de marketing. Et oui, encore. Communiquer sur la capacité maximale est un moyen d'afficher un chiffre supérieur aux concurrents. Ou simplement de ne pas se laisser distancer aux yeux du public par un concurrent ayant décidé de parler en capacité max. C'est exactement ce qui s'est passé avec Zero Motorcycle et Energica. Lorsque Zero a annoncé sa batterie de 14,4 kWh, il s'agissait d'une capacité max. En présentant sa nouvelle batterie de 21,5 kWh, Energica a été contraint de parler également en chiffre max, s'il ne voulait pas être handicapé par une capacité plus honnêtement définie. D'ailleurs, Energica a tout de suite donné ses capacités nominales. Zero en a fait de même maintenant. Mais voyons tout de même ce qu'est cette fameuse capacité max. Une batterie a plusieurs caractéristiques dont découlent les chiffres de capacité. Tout d'abord, les tensions. Je vais ici parler d'une chimie précise, la chimie LFP à titre d'exemple. Mais si les chiffres sont un peu différents pour d'autres chimies, les principes sont les mêmes. Une cellule est caractérisée par sa tension nominale. Pour une cellule LFP, c'est 3,2 V. La cellule peut pourtant se charger à 3,65 V au maximum et se décharger jusqu'à 2,5 V. Au-delà de cette tension maximale, la cellule risque la surchauffe et l'emballement. Et en dessous de la tension mini de décharge, la chimie ne pourrait plus faire son effet, rendant la cellule aussi active qu'une brique. D'où le nom d'effet brique pour les cellules qui ne fonctionnent plus parce qu'elles sont allées en dessous de cette tension minimum. L'autre nombre nécessaire à la capacité en kWh est la capacité en ampères-heure. Cette capacité en ampères-heure est déterminée avec une vitesse de décharge donnée correspondant en général à la moitié de la capacité nominale. Prenons une cellule de 80 ampères-heure. Elle sera donc déchargée à 40 ampères jusqu'à la tension basse de 2,5 V. Donc lorsqu'on détermine la quantité d'ampères-heure qu'on va pouvoir avoir dans une batterie, c'est toujours avec une vitesse de décharge, ici 0,5 C. C correspondant à la capacité. Pour calculer la capacité max d'une cellule, on va donc multiplier la tension maximale avec cette capacité en ampères-heure. On a ici donc 3,65 V x 80 ampères-heure égale 292 Wh.
Si une batterie contient 100 cellules par exemple, sa capacité max sera de 100 fois 292. On obtient donc 29,2 kWh. Pourtant, cette valeur n'a aucun sens parce qu'elle n'est que théorique. À la fin de la décharge, soit à 2,5 volts, il reste de l'énergie dans la batterie, énergie qu'on ne peut pas extraire. Donc, cette valeur est purement théorique et surtout purement marketing. Voilà pourquoi, pour être plus réaliste, il a fallu déterminer une tension nominale. Cette tension est la valeur moyenne délivrée par la cellule au cours de la décharge. Pour notre cellule par exemple, on a donc 3 volts 2. Notre pack de 100 cellules aura donc une capacité nominale de 100 fois 3 volts 2 fois 80 ampères-heure. On obtient donc 25,6 kWh. Ah, voilà un chiffre qui fleure bon l'honnêteté et qui pourrait bien être la valeur étalon. Eh bien, pas tout à fait. Si elle reflète les caractéristiques physiques d'un pack, elle n'en est pas moins supérieure à la capacité réellement utilisable. En effet, un constructeur, même s'il pourrait théoriquement exploiter la totalité de cette capacité, il ne le fera pas. Pourquoi? Eh bien, par sécurité. Imaginez un train qui parcourt une côte, avec un précipice à chaque extrémité de la voie. En haut et en bas de la voie se trouvent des butoirs pour éviter au train de sortir de ses rails. Pensez-vous que le conducteur va aller taper les butoirs en haut et en bas systématiquement pour éviter le moindre mètre de marche à ses passagers? Non, bien entendu. Il s'arrêtera avant aussi bien en haut qu'en bas de la pente. Il réduira également sa vitesse en fin de course afin d'être certain de pouvoir s'arrêter. Eh bien, c'est exactement ce que fait le BMS d'une batterie. Les concepteurs vont définir une courbe de charge et de décharge qui ralentit aux extrémités et demandera aux cellules de stopper la charge avant les 3,65 volts fatidiques ou la décharge un peu au-dessus des 2,5 volts minimaux. La capacité utile est donc la quantité d'énergie qu'on va pouvoir récupérer entre ces deux tensions définies pour la sécurité. C'est la quantité réellement utilisable par la voiture, mais elle n'est pas la même en fonction des fabricants. Certains mettront ceinture et bretelles et d'autres prendront un peu plus de risques. Tout dépend de la sophistication du BMS, qui contrôle la batterie, et de la qualité des cellules. Ainsi, une Tesla Model S 85 n'avait que 81,5 kWh de capacité nominale et 4 kWh de buffer de sécurité, soit au total une capacité utile de 77,5 kWh. Autre exemple, ma moto n'a pas une capacité réelle de 21,5 kWh, mais bien moins en réalité. Lors de mon test sur les consommations en fonction des bagages installés, j'ai également mesuré plusieurs choses qui m'ont permis d'évaluer la capacité utile dont je disposais. Le constructeur annonce donc 21,5 kWh max pour 18,9 nominaux. Et moi, j'arrive à une capacité utile de moins de 16. Sacrée différence tout de même, hein? Mais comment ai-je obtenu ce chiffre? Eh bien, en étant un tout petit peu observateur. Il existe une information intéressante donnée par le tableau de bord, l'autonomie restante. Celle-ci est calculée en fonction de la consommation affichée en watts par kilomètre. Je dispose ensuite d'une autre donnée intéressante, le pourcentage restant de batterie. Avec ces trois informations, rien de plus simple que de calculer la capacité réelle si les données du tableau de bord sont justes. Il suffit de multiplier l'autonomie restante par la consommation et de diviser le chiffre ainsi obtenu par le pourcentage de batterie restant. En faisant ce calcul à de nombreuses reprises et avec des charges de batterie différentes, j'ai obtenu des chiffres allant de 15,24 à 15,99 kWh. Or, il existe en ce moment une application en cours de développement du style de Scan My Tesla, mais pour les Energica. Et les résultats obtenus avec l'application sont tout à fait similaires à ce que j'ai obtenu par le calcul. Toutefois, si ceci est vrai pour ma moto, qui dispose de peu de systèmes annexes énergivores comme une climatisation ou des systèmes d'infotainment, c'est plus délicat dans une voiture de faire un tel calcul. Test fait sur ma Model S, j'obtiens une capacité de batterie de 73,1 kWh, alors que Scan My Tesla me mesure 3,1 kWh de plus. Cela tendrait à prouver que Tesla ne prend pas en compte certaines consommations dans ses calculs. Ou bien qu'il y a un autre facteur en jeu. Comme je le dis souvent, un pack de batterie n'est pas une boîte pleine et homogène. Il est un amalgame de centaines ou de milliers de cellules qui ont, comme tout produit manufacturé, des tolérances de fabrication. Des dimensions des éléments à la précision du mélange constituant l'électrolyte en passant par des milliers de variables et impondérables, chaque cellule est très légèrement différente des autres. À l'usage, chacune vieillit un peu différemment l'une de l'autre, et le niveau de chargement dérive lentement. Or, le BMS n'a pas toutes ces informations et renvoie des données moyennes. Si une cellule se charge un peu moins vite que les autres, elle se chargera de moins en moins au fil des cycles et faussera de plus en plus les informations données par le BMS.
C'est ce qu'on appelle la dérive. Une batterie en bonne santé a généralement des cellules relativement équilibrées. Pour contrer le déséquilibre installé, on peut charger la batterie à son maximum en charge lente, très lente. Ainsi, en fin de charge, le BMS va arrêter la charge des cellules qui sont déjà à leur maximum en évacuant le trop-plein de courant dans une résistance, tandis que les autres cellules continueront à se charger jusqu'à atteindre la tension maximum de service. Une fois la charge terminée et équilibrée, le BMS a de nouveau les bonnes informations et toutes les cellules sont chargées uniformément, jusqu'à ce que le déséquilibre se réinstalle. Car oui, il reviendra puisqu'il est dépendant de la résistance interne des cellules. Pour être qualifié dans un véhicule électrique, une cellule doit avoir une résistance inférieure à 0,7 milliohms. Cette valeur garantit une bonne capacité de charge et de décharge. Avec le vieillissement des cellules, cette valeur augmente et la capacité de la batterie baisse. C'est la dégradation. Pourtant, une cellule ayant passé le cap de ces 0,7 milliohms n'est pas encore vouée au recyclage. Elle peut avoir une seconde vie, où on lui demandera de moins grandes intensités de charge ou de décharge. Donc dans le stockage stationnaire d'énergie. Pour conclure cette vidéo, si la valeur de la capacité d'une batterie peut être utile à connaître, c'est surtout ce qu'on peut en faire qui compte. Une grosse batterie dans une auto peu efficiente n'aura d'intérêt que pour celui dont la voiture est un faire-valoir, et dont le chiffre de capacité de batterie lui permettra de regarder de haut les autres. Finalement, communiquer sur l'autonomie et non sur la capacité de batterie est bien plus honnête face au client, puisque cette mesure est toujours faite avec la capacité utile. Donc l'efficience globale d'un véhicule compte bien plus qu'une simple valeur brandie comme un étendard. Et c'est le cas aussi d'une autre valeur que tout un chacun utilise, et qui n'a pas beaucoup de sens non plus. J'ai nommé la puissance moteur. Mais celle-ci, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.